Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Cabinet Story. Je suis Julien, voici Pierre-Axel, nous sommes tous deux chirurgiens dentistes et cofondateurs de Learnilib et aujourd'hui nous avons l'immense honneur d'accueillir Camille et Cédric. Camille et Cédric sont tous deux pédodontistes, donc nous allons échanger autour de cette belle spécialité qui est parfois quelque peu anxiogène en tant qu'omnipraticien. Je vais vous laisser vous présenter. Camille, à toi. Bonjour, merci de l'invitation. Donc effectivement, je suis dentiste et pédodontiste à Bordeaux. Voilà, je suis en train de créer mon cabinet et donc on est là pour justement parler pédodontie et aider peut-être les personnes à se lancer et en faire un petit peu plus pour être kid-friendly. Tout à fait. Cédric. Eh ben, enchanté de venir sur cette émission. Donc, je suis Cédric, je suis pédodontiste à Montpellier, un peu plus loin. Et le but est effectivement de démocratiser un peu la pédo pour que ça soit plus fun dans l'agenda, plutôt que de stresser quand on voit qu'il y a un enfant programmé un mercredi après-midi, quoi. Tout à fait, je vois très bien je vois très bien de quoi tu parles, malheureusement. Donc vous l'avez compris, on va parler pédodontie. Pédodontie, enfin honnêtement, à titre personnel, les pédodontistes, c'est les super-héros de la dentisterie. Hein. Alors il y a... Non mais je vous le dis parce que clairement, la journée, enfin quand je vois mon agenda, si à 18 heures, j'ai un enfant de moins de 10 ans, je vais y penser toute la journée. Et je trouve ça bête parce que c'est un enfant, ça peut très très bien se passer et très souvent ça se passe bien. Ça peut parfois mal se passer, être un petit peu plus sport et puis en tout cas il y a des techniques et des moyens de faire en sorte que ça se passe bien. Mais ce rendez-vous d'une demi-heure, 40 minutes ou même 20 minutes, je vais l'avoir en tête un petit peu toute la journée. Et c'est ce que je déplore un peu avec pas la pédodontie, mais en tout cas l'image de la prise en charge des enfants en cabinet. Et je pense pas être le seul qui vit ça de manière anxiogène comme ça. Bon, je tire un petit peu les traits, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je sais pas si toi, pareil, quand tu dois accueillir un enfant, tu te dis mince. Voilà. Donc bravo pour ce que vous faites. Et du coup, comment vous vous êtes orienté dans cette spécialité et quel est votre ressenti, vous aussi, par rapport à tout ça, la prise en charge des enfants en omnipratique et puis un petit peu votre activité de pédodontiste. Alors, je pense il y a que plusieurs questions. Ouais, il y a plusieurs questions en une. En fait, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, puisque je le ressens chez mes collègues, mes potes qui sont dentistes aussi, se stressent un peu de la pédo. Je pense que ça vient aussi beaucoup de la formation de base. Quand tu sors de la fac, un peu tout le monde est stressé par l'endo, sauf les mecs qui veulent faire endo-spé, mais parce qu'on n'en fait pas beaucoup. Et donc, quand tu sors de la fac, t'as fait 10-12 endo et tu stresses dans le planning. Et la pédo, c'est un peu pareil, c'est un petit volume horaire donc tu sors et t'as pas l'impression d'être armé suffisamment. Alors que dans certaines universités, fac ou autres pays, ils font beaucoup de pédo et donc ils sortent et ils sont YOLO sur la pédo, ça pose pas de problème, au contraire, c'est la détente. Et c'est une spécialité aussi. Et dans certains pays, c'est un internat, c'est comme ouais. Nous c'est pas une spé, on va dire c'est un passe-temps presque en France de dire je fais de la pédo, pourquoi? Voilà. Et on a souvent l'image un peu de tu fais de la pédo parce que tu sais pas faire autre chose. Moi j'ai déjà entendu ce truc de si tu savais faire de la chire et des implants. Alors t'es trop bonne pour faire de la pédo. Ouais. Mais pourquoi tu fais de la pédo? Oui, voilà. Ouais. C'est dommage de gâcher ça. Tu pourrais faire des trucs mieux. Tu vois, c'est vrai qu'il y a cette mauvaise image. T'as raison. Ce sont les pédos. Ça tienne que 10 ans. Donc voilà ce qu'ils font. Quand tu vas en congrès de pédo, c'est assez marrant parce que tu te retrouves. Bon, déjà il y a 90% de filles, mais parce qu'il y a c'est une profession qui est assez féminisée. Et puis c'est très pisse à noble les congrès de pédo. Moi j'avais fait un congrès de paro une fois, c'était beaucoup moins en fait t'avais l'impression que les cadres étaient toujours plus fous les uns que les autres, les photos étaient incroyables, tout était nul quoi. Et le congrès de pédo, tout le monde qui presque dit moi j'ai foiré un enfant hier, comme tout le monde en fait, en pédo tu fais pas ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. Hein. Et donc tu dis ça désacralise un peu le côté très difficile de l'enfant opposant. Et finalement, en pédo, ce qui est pas le plus dur, c'est pas le geste technique. Je pense que quand tu fais un All-on-4 ou un sinus lift, c'est plus dur. Mais la pédo, c'est le contexte qui est difficile. Ouais. Et donc, c'est ça qui t'angoisse. C'est pas le fait de faire un CVI sur une dent, tu vois. Toi, je pense que tu sais le faire. Bien sûr. Mais est-ce qu'il va être opposant? Est-ce que les parents vont comprendre? Est-ce que si tu t'enlèves ce truc-là, finalement, et que t'as un enfant facile, la pédo, c'est une pause dans ta journée, quoi. Et je pense que ces éléments-là, on a du mal à les appréhender sur le comportemental à la fac, et on est mal formé à ça de façon globale. Et l'idée, c'est de désacraliser ça pour te dire finalement la pédo, quand je force pas, quand je pousse pas, quand j'ai toutes mes armes bien rangées en me disant hop, arsenal thérapeutique 1, puis 2, puis 3, en fait je stresse pas quoi. Ouais. Et la pédo, ça s'organise pour pas en stresser.
Oui, parce qu'en soi, les soins, c'est ce que tu disais, ils sont pas techniquement, il n'y a pas des choses très complexes, mais en fait, on fait avec la coopération de l'enfant. Et souvent, si on veut faire le mieux est l'ennemi du bien. En fait, parfois, il faut aller vite. Et c'est vrai que j'ai déjà eu moi des étudiants en stage qui me disent mais tu vas hyper vite. Ben ouais, parce qu'en fait, je sais que c'est timé et que si je dépasse, en fait, je risque de rien faire. Donc, il faut être organisé, il faut être formé pour savoir effectivement comment faire. Et après, je pense que de base, il y a aussi une attirance, parce que pourquoi il y a plus de nanas, il y a peut-être ce côté, j'allais dire maternel, ou il faut pas se forcer. Si on n'aime pas les enfants c'est des éponges, ils vont le ressentir. Aussi. Je sais que même à l'extérieur, moi il y a des enfants et ils viennent vers moi, alors même si c'est la tresse de réponse, je sais qu'elle les attire peut-être, mais enfin voilà, il y a une affinité de base, on aime bien. Après c'est vrai que moi je suis pas pédo exclue parce que c'est tellement énergivore en fait la pédo. Le soir, mes soirs pédo, je suis vraiment fatiguée. Donc c'est quand même bien aussi parfois de pouvoir faire un petit composite stratifié tranquille, le patient bouge pas, on n'a pas besoin de chanter la Reine des Neiges en même temps que le soir, etc. Donc c'est une autre pratique, mais je trouve que c'est aussi hyper gratifiant parce que c'est souvent les enfants les plus, opposants au début, qui sont les plus reconnaissants une fois qu'on a réussi à les apprivoiser, etc. Et avoir un petit cadeau, un câlin à la fin, j'adore le dentiste. Enfin, c'est super comme exercice aussi. Donc il faut juste se former, être organisé, bien appréhender, connaître aussi les armes thérapeutiques, parce que il y en a en fait ils les connaissent pas, ils se compliquent la vie alors qu'ils connaissent pas les petites choses pour se faciliter. Et après ça roule en fait. C'est qu'en fait le vrai problème de la pédo, c'est plutôt pour les praticiens d'adapter des soins qu'ils font pour des adultes à des enfants, et donc effectivement ça marche pas. Ça c'est un gros problème. Je pense qu'en fait le vrai problème est là. On est formé nous pour soigner des adultes typiquement, mais on n'est pas spécifiquement soigné comme tu le dis. On n'est pas spécifiquement formé pour soigner des petits enfants. Moins parce que c'est dévalorisé, mais on a quand même des cours de morpho, de physiologie en pédo, etc. Oui, mais pas le côté en effet psychologie. Non, pas sur la prise en charge comportementale. Voilà, exactement. Il y a ça, il y a le fait aussi que ça soit mal coté. C'est ma chef de service que je salue à Montpellier, que j'adore. Elle me dit, mais si l'extraction d'une dent temporaire qui bouge était 200 € par la Sécu, il y aurait plus une dent temporaire qui bouge et tout le monde prendrait les enfants. Elle a raison. Je suis convaincu qu'il y aurait un appât du gain là-dessus. Alors qu'il fasse bien ou pas, je sais pas, mais en tout cas, les gens feraient cet acte-là, alors que quand tu dois enlever une dent temporaire pour 25 € et 5 € celle d'après, et 3 € celle d'encore après, tout le monde dit, allez voir le pédo, tant pis, il y en aura pour 4 mois d'attente, quoi. Donc, il y a le fait que tout est fait pour dévaloriser un peu la pédo et de pas te donner envie, en cabinet, d'intercaler un enfant qui va te faire perdre du temps, expliquer aux parents, le papa qui était pas là, qui va aussi demander des explications. En fait, ça devrait être plus valorisé. Et puis, comme tu disais aussi, ne pas mettre en avant la prophylaxie, etc. Et en fait, c'est un tout complet qui arrive et qui peut aux États-Unis et au Canada, en fait, la spécialité, finalement, les pédos gagnent plus que les implantos. Enfin voilà, il y a une spécialité, c'est valorisé, il y a de la prévention, ils ont pas du tout, on a une réputation en France d'avoir une très très mauvaise hygiène, d'être des crados. Je suis allé en Islande il y a quelques années, et puis un jour, dans un camping, j'ai croisé un gars et on parle en anglais, et je lui dis, moi je suis dentiste en France, et lui il était en Allemagne, et il me dit, ah ouais, et je lui dis, mais je fais dentiste pour les enfants. Et là il me regarde, il me dit, c'est vrai? Je dis, oui. Il me dit, mais moi je suis pédiatre en Allemagne, et en fait, pour nous, vous êtes des dieux. Parce que nous, on n'arrive même pas à vacciner un gosse. Vous arrivez à leur ouvrir la bouche, à les piquer à 3 ans dans la bouche, à mettre des trucs qui tournent, qui font de l'eau, qui vibrent et tout. Alors que nous, on arrive à peine à mettre la baisse langue, quoi. C'est vrai que c'est super invasif en plus. Mais le gars, il me dit, pour nous, quand on galère dans un service de pédiatrie, on va chercher le pédodontiste qui, lui, est un magicien. Ouais, c'est un truc de fou. Et je lui dis, oui, merci. C'est vrai que j'ai le sentiment de faire des trucs de gueudin sur des enfants que personne n'arrive à toucher ou que personne veut toucher. Et puis, en fait, on te dit que toi, tu fais de la pédo parce que c'est mignon et que c'est des dents de lait qui vont tomber, quoi. Ouais. Donc, il y a vraiment une dichotomie entre la difficulté du truc, vraiment. Mercredi soir, t'es rincé quand t'arrives après 18 enfants qui dans la journée et que t'as chanté 4 fois Ratatouille, parce que là, j'ai Ratatouille au cabinet, donc je le vois 3 fois par jour. Et une journée classique où tu vas faire des détartrages, poser une couronne, et la rentabilité de tes 2 journées, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc où tu peux te faire 2 patients contre 20 patients à côté, quoi. C'est sûr. Mais alors justement, pour explorer un petit peu plus en détail la spécialité de pédodontie et délivrer ces petits tips, on a préparé un vrai faux.
Ok. Donc, on va vous poser quelques petites questions. Oula, on a la pression. On va commencer par notre petite questionnaire vrai-faux où on va voir si nos deux pédodontistes sont vraiment des pédodontistes. Donc première question, une bonne technique pour encourager les enfants à se brosser les dents régulièrement et de leur offrir des bonbons à chaque visite réussie. Je pense que je vais laisser Camille répondre à cette question-là. Camille qui a un petit tip à nous partager sur ça, a priori. Vas-y. Ben vrai, je dirais. Non, effectivement, bon, j'avais une fois, j'ai offert des bonbons, c'était Halloween. Donc voilà, c'était un moment où, ben voilà, sur un jour, je pense qu'on peut en fait, faut pas dire aux enfants non, faut absolument pas manger de bonbons, mais plutôt les éduquer à en manger à des moments particuliers. En fait, ça sert à rien que les parents en achètent parce qu'à l'école, clairement, enfin ils en ont tout le temps. Et là, la maîtresse justement a dit que c'était une fois par mois, ils regroupaient tous les anniversaires et comme ça il y en avait qu'une fois et pas de bonbons. Donc ça c'est très bien. Mais voilà, ça sert à rien d'en acheter, c'est pas nutritif, mais plutôt voilà que j'allais dire qu'ils en mangent tout le temps. Vraiment faire prendre conscience aux parents que ça sert à rien qu'ils en aient à la maison et qu'ils puissent aussi, j'allais dire que ça soit peut-être une récompense mais en fin de repas et comme ça après on se lave les dents et surtout on évite le grignotage et d'en avoir comme ça tout le temps à disposition. Mais bon, bien évidemment c'est faux et c'est pas du tout quelque chose qu'il faut avoir au cabinet. Par contre, on vous dira, et vous avez aussi dans la première version, il y a plein de petites choses à offrir aux enfants maintenant. On en trouve plein sur Internet et même dans les catalogues dentaires. Honnêtement, ça fait partie du tips numéro 1 d'avoir quelque chose à donner aux enfants. Mais oui. Justement, pour aller plus loin par rapport aux visites réussies, qu'est-ce que vous mettez en place justement pour récompenser les enfants quand le rendez-vous s'est bien passé finalement? Moi j'ai une caisse à cadeaux dans laquelle je mets plein de cadeaux. Ça peut aller des trucs achetés sur les magazines dentaires à le jouet du Happy Meal qui a fini là par hasard. Et à la fin de la séance, je donne la boîte aux enfants pour qu'ils puissent fouiller dedans, ce qui me laisse le temps de faire les papiers avec les parents, d'expliquer des choses pendant qu'eux sont occupés à prendre un cadeau. Et puis après, c'est toujours un peu la frustration de n'en prendre qu'un. Donc ils se disputent un peu avec les parents parce qu'ils veulent partir avec toute la boîte. Ouais. Mais ça permet d'avoir un souvenir agréable à la fin du rendez-vous et quand ils reviennent la fois d'après, ils se rappellent quand même pas mal de la petite caisse à cadeaux. Et donc voilà, c'est un tips qui facilite un peu la fin du rendez-vous. Ouais. Est-ce que justement cette caisse, tu la présentes à l'enfant avant le rendez-vous, avant de commencer le rendez-vous, ou tu le présentes au cours du rendez-vous ou directement à la fin? Tu lui dis si t'es sage, t'auras un cadeau. Ouais, je lui dis si t'es sage, t'auras un cadeau, mais je le présente pas comme une carotte en disant voilà, je lui dis juste ça fait partie du rendez-vous et ça fait partie de la bonne conduite chez le dentiste quoi. Si ça se passe bien, il y a une petite surprise à la fin, et si ça se passe pas bien, par contre tu t'arranges avec maman qui risque de disputer quoi. Comme ça, c'est pas moi qui dispute l'enfant entre guillemets. Ok, ouais. Je le dis au fur et à mesure. Enfin, quand c'est la première consultation, tu sais, ici, si on est sage, on a le droit à un petit cadeau. Tu vois les petites boîtes là-bas, parce que pareil, j'ai des petites boîtes. Et après, quand l'enfant est déjà habitué, tu te rappelles, il faut que tu sois sage pour avoir la surprise. Donc, après, ils le savent. Et après, si on parle trop avec les parents à la fin, il y en a, ils oublient pas ils partent pas. Je dis, j'ai oublié le cadeau. Parce qu'en fait, alors autant il y en a qui demandent et d'autres qui attendent, qui osent pas demander, mais ils veulent pas partir tant qu'ils ont pas eu la surprise. Regarde comme ça. Donc, c'est un bon moyen de fidélisation. Ah oui, et puis c'est ce dont ils se rappellent, les enfants. Après, quand ils parlent, oui, moi j'ai eu un cadeau. Et puis en plus, il y a plein maintenant de cadeaux avec des dents. Donc en fait, on sait que ça vient du dentiste. Il y a des gants en forme de dents, des stylos, des petits tampons. Enfin, franchement, moi je m'éclate, j'adore. Petit tips, éviter les tampons, parce que évidemment, je donnais un tampon à un Mathéo une fois qui m'a fait le mur entier du cabinet avec le tampon pastèque. Voilà. Moi, ça m'est pas arrivé. Ouais, moi ça m'est arrivé. Donc maintenant, j'ai enlevé les tampons de la boîte pour éviter de repeindre le mur. Quoi. Voilà. Je vous le dis, quand vous allez acheter des cadeaux, vous aurez peut-être ça. Ou alors que c'est des tampons jetables. Et oui. Enfin, lavables plutôt. Ouais. Ok, la mauvaise surprise quoi. Oui, parce que chez toi, Cédric, tous les enfants s'appellent Mathéo. Oui, alors j'ai une petite caractéristique, les gens qui m'ont déjà entendu, mes étudiants en formation ou quoi, tous les enfants de mes expériences s'appellent toujours Mathéo, comme ça permet d'être reproductible et neutre. Voilà. Ok, Mathéo, le prénom universel. Exactement, je sais pas pourquoi c'est tombé comme ça. Ok, très intéressant. Moi j'ai une autre question. Alors qui va un petit peu sur le consentement, l'entraide pas des patients, mais des parents. Bien que ce fût permis, et c'est vraiment permis, il est dorénavant interdit d'attacher un enfant sur le fauteuil pour le soigner. Vrai ou faux? Est-ce que les méthodes de contention, violentes ou pas, sont acceptées, font partie de votre arsenal thérapeutique?
je laisse Cédric, anesthésie générale, c'est lui. Alors, les méthodes de contention, c'est pas quelque chose d'accepté. On peut pas considérer que contenir un enfant pour réaliser des soins, c'est quelque chose d'acceptable. Je me mets souvent à la place des patients, des parents ou quoi, en me disant, si on devait contraindre la mobilité de quelqu'un pour ça, c'est que le soin va pas garder une image positive quand même, hein. Donc, au contraire, on va mettre un gradient thérapeutique et mettre en place des moyens d'hypnose, de sédation, etc. pour s'adapter à l'enfant. Dans notre pays, on a peu de ressources d'un point de vue, par exemple, anesthésie générale, alors que dans d'autres pays comme le Canada ou les États-Unis, ils y ont beaucoup plus recours. C'est souvent d'ailleurs dans ces pays développés la première cause d'anesthésie générale, les soins dentaires. Okay. Et nous, pas trop. C'est plutôt les amygdales, les végétations, les circoncisions, etc. Et donc, on a tendance à forcer parfois un peu des soins qui devraient être faits de manière différente en se disant, de toute façon, on n'a pas trop recours, on n'a pas trop accès, donc on va forcer. Et c'est ce qui a fait peut-être des générations de patients un peu traumatisés du dentiste à l'époque. Voilà. Donc, non, moi, je contiens jamais les enfants. Ça m'arrive de temps en temps de lever la voix pour faire de la sidération, qui est une technique assez particulière et qui marche sur certains enfants, mais il faut vraiment cadrer le truc avec l'accord des parents. Mais sinon, je contiens jamais physiquement un enfant. Voilà. Et il y a un risque qu'il se fasse mal aussi quand on fait ça. Donc, c'est très dangereux. Voilà. Et justement, dans le cas où moi, ça m'est arrivé personnellement la semaine dernière, où effectivement le petit patient arrive sur le fauteuil et il ne veut absolument pas se laisser soigner. Tu vois, il est crispé, il est tendu, etc. Il met ses mains devant la bouche. On peut rien faire. Le parent derrière, qui effectivement lui crie dessus, non, t'as intérêt à te laisser faire, machin, etc. Comment est-ce que vous faites quand il y a une situation comme celle-ci, justement, pour détendre, tu vois? Est-ce que le soin est d'ores et déjà, tu vois, terminé, donc on pourra rien faire? Ou est-ce que, justement, on doit persévérer et tenter, malgré tout, d'avoir le consentement, entre guillemets, de l'enfant? En fait, c'est le rapport un peu bénéfice-risque, parce qu'en fait, au final, est-ce que l'enfant, il vient juste pour une première consultation, et dans ces cas-là, il faut l'apprivoiser, et c'est pas grave s'il vient, il monte pas sur le fauteuil et qu'on l'aborde petit à petit. Si l'enfant, il vient parce qu'il est tombé, qu'il a une dent comme ça, et qu'en fait, parfois, moi, ça m'arrive quand même sur des tout petits, on va pas les faire attendre, j'allais dire 2-3 mois en AG, pour extraire une dent qui, au final, elle est cassée, il faut l'enlever parce qu'après, il y a un risque d'infection, etc. Donc, c'est toujours en fonction du cas clinique. Et si l'enfant, c'est la première fois qu'on le voit, c'est pour ça qu'il faut qu'il vienne assez tôt pour s'habituer justement au dentiste. Et la première fois, il voit que ça s'est bien passé, il est monté avec papa, maman, on a juste joué, montré les instruments. La prochaine fois, il viendra plus facilement sur le fauteuil. Si c'est quelque chose où on doit regarder sa bouche, dans ces cas-là, il y a la technique genou à genou, etc. qu'on peut mettre en place pour regarder. Donc ça dépend, on va forcer plus ou moins en fonction de le besoin de l'enfant en fait. L'examen clinique, il arrive toujours à se faire plus ou moins parce qu'un enfant qui est vraiment pas content, il va crier, il ouvre la bouche pour crier, c'est horrible de dire ça, mais un enfant qui crie bouche ouverte, tu peux quand même voir si t'as beaucoup de caries, si t'as un trauma, si t'as une infection, si t'as une cellulite. Et donc, tu vas arriver à voir quand même ce qu'il fait et juger de ton urgence ou pas pour réaliser un soin. Voilà. Alors, évidemment, ça m'arrive sur des enfants de 2 ans qui sont tombés de faire un méopa un peu sportif pour aller enlever une 51 traumatisée en évitant une anesthésie générale. Mais un enfant qui a 7 ans et qui est opposant et qui va te mettre des coups de poing, on n'est pas du tout sur le même cas de figure. Ouais. Donc, voilà. Et moi, c'était ce cas exactement. L'enfant avait 7 ans, mais tu vois, l'enfant est arrivé pour des soins. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En fait, moi, il était réfractaire totalement. Est-ce qu'on dit, on va pas te soigner, je vais juste regarder, on va discuter, etc. et on fera le soin plus tard? Déjà, première consultation, il n'y a pas de soin. Ouais, normalement. Oui, alors, pour justement avoir la relation de confiance avec l'enfant. Première consultation avait déjà eu lieu et l'enfant avait été, si tu veux, traumatisé, entre guillemets, par la mère. Le temps du trajet, ça fera pas mal, machin, etc. Ouais. La négation que n'entend pas le cerveau humain, il a entendu mal, peur. C'est ça. Donc tu vois, en effet, ça, je pense, c'est la réalité de beaucoup de confrères et de consoeurs. Donc typiquement, comment est-ce qu'on fait? Moi, je reçois beaucoup d'enfants qui sont adressés pour des échecs de soins, pour pouvoir aller justement en anesthésie générale, avec des enfants opposants, justement, parce que échec de soins. Et ça, pour le coup, c'est vrai que c'est assez difficile, la première consultation, d'avoir un enfant qui est comme ça, avec des fois le père qui lui tient les mains en lui disant « laisse-toi faire ». Enfin, tu pars sur un mauvais truc. Et je me dis que si chaque dentiste classique arrive à soigner déjà les 80% d'enfants qui sont coopérants, déjà c'est génial, et sur les 20% d'enfants non coopérants, tu vas juger ce qui se passe. Si tu vois qu'un enfant a du mal à monter sur le fauteuil, tu te doutes que l'anesthésie, ça va être compliqué. S'il accepte pas d'ouvrir la bouche, l'aspi, ça va être compliqué. Et en fait, dans ton gradient, tu te dis, si je passe cette étape-là, j'essaye celle d'après. Mais tu te dis pas, aujourd'hui, je vais aller à l'anesthésie, l'extraction de 3 dents. Tu vois, ça va être, donc tu vas laisser étape par étape et
tu l'expliques aux parents, quoi. Il est là, il est présent et il voit que l'enfant ne se laisse pas faire. Tu vas faire en fait un espèce de gradient de ce qui est possible de faire à la première consultation ou quand tu vois l'enfant, pour pas te mettre en danger, pas mettre en échec l'enfant ni le parent, et à dire bah voilà, aujourd'hui on a vu, c'est déjà pas mal, on a mis un peu de fluor, c'est déjà pas mal. Je vais vous adresser peut-être à un pédospé qui va faire des enfants très compliqués au CHU, à une structure particulière. Mais toi, ton but, c'est pas de te mettre en difficulté avec un enfant. S'il refuse et qu'il est comme ça dès le début, tu sais que il vaut mieux te dire je m'accorde 20 minutes pour cadrer et faire sortir l'enfant avec un courrier comme il faut, que je vais perdre 40 minutes à essayer, moi être pas bien, l'enfant pas bien, les parents pas bien, et en fait tu vas à l'échec, quoi. Et normalement, lors de la première consultation, si justement il est monté un peu sur le fauteuil, t'as quand même réussi à... Parce que là, c'est la deuxième consultation. Normalement, t'es censé avoir vu son niveau de stress et de coopération et t'aider soit de prémédication à l'atarax, soit peut-être avoir dit, bon, ben, ça va être peut-être du méopa et donc direct, mais au moins l'atarax, parce que tous les, j'allais dire les dentistes omnipraticiens n'ont pas le méopa et même certains pédos n'ont pas le méopa, mais l'atarax c'est à portée de tout le monde et déjà ça permet de relaxer l'enfant et donc c'est au moins la première aide. Si malgré l'atarax deuxième rendez-vous c'est pas possible, bon ben ça veut dire qu'effectivement là on prend juste le temps, mais on va temporiser, c'est-à-dire qu'au moins on peut avoir fait le questionnaire médical, savoir si pourquoi il y a des caries et qu'est-ce qu'on peut, j'allais dire, stabiliser, faire du fluor, mettre des pansements provisoires. Et certes, on adresse à un spécialiste, mais on laisse pas l'enfant comme ça. En fait, s'il y a des caries actives, il faut que ça soit stabilisé, il faut que les habitudes aient changé. On peut très bien aller cureter un petit peu en ART, on le développera après, sans douleur, mais en temporisant avec un ciment vérionnaire, etc. Donc, il y a des choses à faire. En fait, c'est pas juste, bon, ben, j'y arrive pas, vas-y. Je pense que le risque, c'est effectivement que les praticiens disent bon, c'est des dents de lait, ça va tomber, il a 6 ans, 7 ans. Ouais. Et ça, c'est ce que nous, on retrouve dans les cabinets avec des parents qui sont un peu dégoûtés de se dire j'ai amené mon enfant chez le dentiste et malgré ça, bah, il a pas été soigné, aujourd'hui il souffre. Donc je pense que faire de la prévention, c'est primordial, c'est à la portée de tous, une prescription d'atarax aussi, et surtout orienter tout simplement un patient en donnant quelques noms de praticiens formés, de centres de santé, etc., qui vont faire du méopa, de la pédo plus spécialisée, de l'AG, des choses en te disant je laisse pas l'enfant dans la nature. Moi je me dis toujours, si c'était mon enfant, qu'est-ce que je ferais? Moi je l'adresserais à mon copain ou à ma copine qui lui va faire de l'endospé, que moi je ne fais pas, quoi. Et c'est toujours plus facile en plus de recevoir un patient avec déjà un courrier, avec peut-être l'historique de ce qu'on a fait, quels a été nos échecs, s'il y a au moins des petites radios, on y arrive quand même assez régulièrement, pourquoi pas des photos, et toi qui es spécialiste, en plus tu prends des consultations qu'avec courrier. Oui. Donc mais c'est des choses où c'est toujours plus agréable, même en tant que patient, de se dire ben voilà, on nous dit pas allez voir un tel, on a un courrier, et puis ça avance finalement la consultation même d'après pour le spécialiste. Donc ouais, c'est vrai que nous on exerce en milieu un peu plus rural, et c'est vrai que le cas de figure du jeune patient, tu sais pas quoi faire, tu sais que tu dois l'adresser, tu vois la détresse dans les yeux des parents aussi, hein. Ils se disent putain, il va falloir que j'aille à Bordeaux, y a la route, je ne sais où, caper 2 heures de route et tout, et donc du coup t'as des parents qui sont parfois tentés, enfin qui incitent limite le dentiste, mais essayez, mais bon là je vous le tiens, nanana. Et du coup là on rentre dans un jeu où en fait on a l'impression de perdre un petit peu la maîtrise des trucs, et là c'est ce qu'il faut pas du tout. Oui, parce que si vous vous forcez, ça va pas bien se passer. Et les parents, justement, comment vous gérez ces parents un peu trop contrôlants, trop pressants, qui arrivent, qui mettent en condition justement des les fois enfants, négatives. Qui les font pleurer dans la salle d'attente. Ah ben si t'es pas sage, il va te faire une piqûre. Ouais. Merci. et puis après qui essayent d'être un petit peu trop intrusif, on va dire, dans le processus de soins. Est-ce qu'il faut le faire sortir? Est-ce qu'il faut le laisser? Alors, ça c'est à la discrétion de chaque dentiste qui va dire je fais sortir les parents, je fais jamais les soins avec, ou alors je peux en prendre certains ou quoi. Moi je suis assez flex là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont aidants et que je vais garder. Il y a des parents qui sont intéressés que je vais garder aussi, puis il y a des parents, je vais leur dire bon, vous voyez, je pense qu'il fait un peu de cinéma parce que vous êtes là, on va essayer de faire sortir, et ils me disent souvent ah oui de toute façon je le connais, hein, c'est un sacripant, donc si je sors ça sera plus facile. Les parents connaissent leurs enfants. Comme si je l'avais fait. Ouais, comme si je l'avais fait. Donc ça pour le coup, je pense que c'est assez propre à chaque dentiste, mais en milieu rural, mais même à Montpellier, hein, je suis désolé, il y a très peu de pédos, et donc quand tu dis à un parent il va falloir aller faire 20 minutes de route et attendre 3 mois pour voir un pédo, ils râlent un peu, et 20 minutes c'est pas beaucoup, non, hein, parce qu'il y en a qui font beaucoup plus. On est bien d'accord. Mais moi j'ai eu le cas un jour d'un papa qui forçait un peu en me disant non mais c'est bon, ça fait 4 dentistes qu'on essaye et tout ça, vous êtes spécialiste, il faut lui enlever la dent. Et en fait j'étais incapable de lui enlever la dent, l'enfant il fermait la bouche et tout.
Et je sais pas, il m'a pris une truc, j'ai dit au père, mais vous voyez, c'est pas possible, je vais lui faire mal et tout. Et je lui ai dit, bah tenez, prenez le davier et faites-le. Pour lui montrer qu'en fait c'était pas fait. Et en fait il a pris le davier, il m'a dit ouais ok. Et il a attrapé son fils comme ça par la tête. Et je me suis dit, ouais, il va le faire quoi, il va lui arracher. Je sais même pas quelle dent il va lui arracher quoi. Et donc je l'ai arrêté. Non mais attendez, c'était une blague. Mais vraiment le père était à bout et tu sentais que c'était vraiment viscéral de se dire mais on m'appelle à l'école 2 fois par semaine parce qu'il a mal et il était grand, il avait 8 ans, 8 ans, il voulait pas se laisser faire. Et donc tu sentais que les parents étaient à bout, c'est une vraie détresse comme le patient qui arrive en pulpite, tu vois le lundi matin qui a passé son week-end terrible, il est en vraie détresse et voilà les parents, j'ai l'impression que c'est la même chose quoi. Bah oui, parce que derrière justement cette errance un petit peu thérapeutique de leur enfant, le fait qu'il n'y ait pas de solution apportée, qu'on leur dit bon ben finalement vous allez revoir un dentiste, mais cette fois c'est un spécialiste, ça va bien se passer. Et oui, mais du coup il y a quand même la première consultation et du coup parfois c'est vrai qu'ils sont très en attente alors qu'en fait à la première consultation il faut qu'on diagnostique aussi et donc on fait pas de soins. Ils arrivent une démarche, de toute façon là je vais le voir, ça va être réglé et tout, donc déception et tout ça, et puis derrière comme tu le dis Cédric, il y a la fatigue, enfin quand ton enfant est malade, tu vis pas de la même manière. Je vois pas du tout ce que je comprends pas. Je découvre ça aussi. Mais quand il est en bonne santé, qu'il fait ses nuits, YOLO tout va bien. Par contre, quand il a un pépin, enfin voilà, je pense que ça nuit à l'ensemble de la famille et ça peut pousser à bout aussi les parents. Et voilà, donc tu soignes des enfants, mais derrière tu soignes aussi des parents qui dorment plus, qui sont dérangés toute la journée sur leur lieu de travail parce que il faut aller rechercher un tel parce que là à l'école ça va pas. C'est pas juste une petite carie, ça non, a des gros impacts. Pas un enfant, on soigne limite une famille. Quoi. Oui, puis après ça a des impacts même sur l'enfant, sur sa vie sociale, scolaire. Enfin, c'est des enfants qui dorment pas bien, qui sont fatigués. Du coup, ils écoutent pas en classe, ils peuvent décrocher. Enfin, il y a des gros impacts en fait. Des prises de médicaments, tout ça. Nous, moi, je travaille au CHU en tant que praticien attaché depuis 2017 et souvent on a une population de patients qui est encore plus défavorisée, encore plus en galère au niveau dentaire. Et parfois, on a des parents qui nous amènent des enfants en disant je vous l'amène parce que je dors plus, moi, et on m'appelle à l'école tous les jours et il faut que je vienne le chercher, j'arrive plus à travailler, donc je vous l'amène pour le soigner. Et tu vois l'enfant qui est douloureux, cerné et tout, et tu dis ah oui là je pense que c'est lui qui a besoin de soins quoi, c'est pas vous qui êtes embêté quoi. Et tu vois l'impact que ça a fait au bout d'un bout, les parents ils te l'amènent en disant soignez-le parce que ça m'embête quoi. Mais justement dans un cas comme ça où le parent est à bout, l'enfant aussi, est-ce qu'on est obligé de passer par une première consultation finalement? Parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait, comme quoi le parent est dans l'attente, il en peut plus, il est à bout. Est-ce que le fait de passer par une première consultation, c'est pas rajouter une étape en plus et tu vois et frustrer encore le parent et potentiellement l'enfant? Tu parles d'une première consultation, il y aurait pas de soins de fait. Mais en fait c'est sans soins sauf urgence. En fait, si tu as une urgence douloureuse, bien évidemment que là tu vas traiter, tu vas extraire la dent douloureuse, tu vas mettre sous antibiotiques, etc. Mais c'est juste que genre si c'est un coiffage biodentine sur une dent à conserver, enfin là non, tu peux pas le faire dans la séance, mais bien sûr que tu vas gérer l'urgence douloureuse. Ça fait partie de la première consultation quand même. Après moi je fais souvent le parallèle avec les médecins. Quand tu vas voir un médecin, un chirurgien, quelqu'un qui fait des actes, tu te fais jamais opérer direct. Même pour une ponction, un truc comme ça, très souvent c'est pas fait en consultation. Et nous, on fait de la chirurgie dentaire, on est invasif, on fait des piqûres, ça saigne et tout, et il faudrait sur un enfant qui a peur directement le mettre au fauteuil, et ça fait quand même flipper. Même un adulte, on sait qu'il y a 20% des adultes qui sont phobiques au niveau dentaire. Les enfants c'est encore pire. Tu te dis, pour leur confort, t'as quand même envie de discuter avec la personne, la boîte à cadeaux, l'écran au plafond, enfin tous ces petits tips qu'on a en pédo pour dire quand il revient, il est dans un milieu assez safe quoi. Il sait qu'il n'y a pas de piège. Voilà. Donc tu pèses ton rapport bénéfice-risque sur une première consulte où tu te dis j'aimerais bien faire un acte pour rendre service au patient, mais est-ce que ça va vraiment lui rendre service s'il est opposant et qu'il veut plus du tout revenir? Et oui, c'est ça. Et souvent les parents s'en rendent compte en fait, parce qu'au final ils sont déçus de pas avoir fait de soins. Et quand après l'enfant dit c'était trop bien chez le dentiste, j'ai envie d'y aller pour me faire soigner, et qu'en fait ça se passe beaucoup mieux à la première consultation, il y en a qui disent en fait vous aviez raison. Oui, parce qu'en fait ils voient le bénéfice finalement de pas avoir fait de soins, d'avoir créé cette relation de confiance avec l'enfant et qu'il n'y ait pas eu de choses douloureuses finalement à la première consultation. Et après en fait ça fait gagner tellement de... Oui, sur le long terme, parce que d'autant plus le risque avec ça, c'est d'en faire un futur patient adulte, adolescent phobique, et qui et en final c'est un cercle vicieux, on s'en sort plus. Complètement. Le récit qu'on a beaucoup, c'est on l'a amené chez la dentiste qui fait de la pédo dans tel village à côté, et en fait lui a hurlé dessus, tu vois. Moi j'ai souvent ça sur les patients, parce que moi comme disait Camille, je prends que des patients qui sont adressés avec courrier, parce que sinon c'était
c'était pas gérable. Les gens ils donnaient mon nom à tout le monde et tout ça. Bon, du coup, j'ai dit maintenant il me faut un courrier, moi. Et donc ça permet de trier un petit peu les gens qui arrivent en disant c'est pour la 55, le dentiste nous a fait un courrier. Et donc t'as des récits de parents qui te disent on a commencé par le dentiste classique qui a dit je les vois pas, puis l'autre dentiste qui a dit moi je les vois mais lui je peux pas faire, il est opposant. Donc on est allé voir quelqu'un qui fait des enfants qui a le méopa, mais il lui a crié dessus. Et donc finalement on vient vous voir pour l'anesthésie générale. Tu te dis le parcours et l'enfant le parcours de soins il rame quoi. Ouais. Donc quand t'as une première consulte qui apaise tout le truc en disant bon là on va juste discuter et voir le plan de traitement qu'il y a à faire, ça change quand même pas mal. Les parents, ça leur met un petit coup de calme au milieu de cette prise en charge, quoi. Et puis on leur donne une solution aussi, parce qu'il y en a en fait, l'AG c'est vraiment la solution qui leur manque. Et parfois, alors ce qui est après bien, c'est quand ils reviennent pas un an après dans le même état. Ça aussi on va le développer. Mais bon, ça c'est notre histoire. Oui, on peut en parler parce que toi Cédric, à travers l'AG, t'es un peu le pédodontiste de la dernière chance, quoi. Complètement. Ouais, les donc, gens. Du coup, tout le monde peut être tenté de dire je passe direct par le cas Cédric comme ça, je fais gagner du temps et donc toi tu peux pas gérer. Souvent ça arrive que les patients, une fois que t'as fait l'AG et que ça s'est bien passé, t'as soigné 16 dents, extrait 4 dents, ils te disent si on avait su on aurait commencé par là. Oui, mais non, parce que du coup tu peux pas dire t'as une carie, t'as moins de 6 ans, tu vas sous-âger. C'est pas gérable et puis ton rapport bénéfice-risque il est pas favorable. Donc il faut que les gens soient suffisamment ok pour prendre des enfants, c'est 80% d'enfants coopérants pour pas que la situation se dégrade, qu'on change les mesures d'hygiène bucco-dentaire pour qu'on n'ait pas besoin d'avoir recours à l'AG à la fin ou que pour des cas de handicap ou extrême. Tu vois, ça m'arrive d'avoir des enfants avec des histoires de maltraitance ou de négligence où t'es obligé de les sous-âger parce que à 2 ans tu vas faire 20 extractions, quoi. Et ça m'arrive quand même assez régulièrement. Tu sais très bien qu'au fauteuil, celui-là, c'est juste même pas envisageable, quoi. J'ai une autre question. Le fluor. Le fluor est bon pour les dents des enfants et sans risque pour eux. Vrai, faux. Nous, alors, à titre personnel, on entend tout. Parce que pendant un moment, il y avait la phobie des fluoroses, des taches sur les dents. Oh, il y a du fluor dans l'eau. Faut pas prendre de fluor sur les dentifrices. Enfin, bref, un petit peu moins dans les Landes, mais vers là où je travaillais avant, et je voyais beaucoup de cas de fluorose, d'ailleurs, pour le coup. Alors, fluorose ou MIH, j'ai pas forcément fait le diagnostic différentiel, on va le voir. On pourrait préciser tout ça, mais voilà, avec des tâches, donc peut-être des populations en France qui sont plus exposées au fluor que d'autres, mais on entend tout et son contraire. Moi, en tant que praticien, je reste convaincu qu'un dentifrice fluoré, c'est la base. Vrai, faux. Ouais. Camille adore ça. C'est mon combat, le fluor. En fait, le gros problème, c'est que il y a une méconnaissance des voies d'administration du fluor. C'est-à-dire que la fluorose, c'est avec l'ingestion du fluor en voie systémique, en voie générale, donc avec les gouttes fluorées que nous on a pris. Moi perso, j'ai pris le Zima Duo. Enfin voilà, maintenant c'est plus dans les recommandations parce que finalement, ce fluor-là qu'on va ingérer, il va agir sur sur la dent qui est en formation. Et ce qu'on veut en prévention, c'est surtout finalement de reminéraliser et que le fluor agisse sur la dent qui sont présentes en bouche ou qui ont été déminéralisées par les repas, etc. Et ça, c'est le fluor topique, donc le fluor dans le dentifrice. Okay. Donc en fait, est-ce qu'on peut avoir une fluorose avec un dentifrice ? Non, même si on mange en fait un tube, voilà. Enfin, faudrait manger un tube par jour. Ouais, voilà, c'est pas, on en est pas là. Et en plus, toute la polémique avec le fluor, etc., c'est mauvais, enfin c'est toxique, tout ça. Déjà, ça vient des États-Unis. Parce qu'ils ont rajouté de l'eau dans le fluor, du fluor dans l'eau potable. Et ce qui est pas le cas en France. Donc en fait, et même aux États-Unis, finalement, c'est une politique de santé publique. Certes, ils ont 3-4% de fluorose en plus, mais ça reste 9% de fluorose, c'est pas énorme non plus au niveau de la prévalence, mais ils ont 30% de prévalence carieuse en moins. Donc en fait, au niveau des polycaries, etc., donc ça c'est vraiment un choix de santé publique. Ça a été fait aux États-Unis, en France c'est pas le cas, mais du coup c'est pour ça que en fait on a arrêté la recommandation par goutte, sauf cas particulier, voilà, situation socio-économique particulière ou handicap. Et sinon, on a augmenté par contre la valeur de ppm dans les dentifrices. Donc avant c'était 500 ppm, maintenant on est à 1000 ppm. Pour les moins de 6 ans. Dès la première dent, et à partir de 6 ans, en fait, l'enfant s'est recraché, et c'est pour ça qu'on augmente encore à 1450 ppm à partir de 6 ans, parce que tant qu'on recrache, en fait, finalement, le fluor, on l'a que par voie locale. Et c'est vraiment la seule molécule à l'heure actuelle qui est prouvée,
qui est pas, enfin les dentifrices au fluor c'est pas excessivement cher non plus, et dans la lutte contre la carie, donc c'est notre aide principale. Donc oui le fluor s'il vous plaît, même dans les dentifrices bio. Et les vernis fluorés, c'est un super atout pour nous au cabinet, hein, dans notre arsenal thérapeutique, de pouvoir justement mettre un gros stop à cette acidité en bouche et reminéraliser la dent. Et tu peux en faire jusqu'à tous les 2-3 mois sur des enfants qui ont un risque carieux vraiment important, associé aux mesures d'hygiène à la maison. Mais voilà, moi je pense que un enfant que tu fluores tous les 6 mois, il va quand même très fortement diminuer son risque carieux grâce à ça, quoi. Mais il y a des pays où c'est la norme, en fait. Autant en France, on a du mal, parce que bon, maintenant, même s'il y a un code et que c'est remboursé entre 6 et 9 ans, voilà, c'est pas donc tout le temps. Mais j'ai des patients parfois qui viennent des États-Unis ou d'autres pays. En fait, ils viennent, je veux faire le fluor. Ouais. Alors qu'en France, parfois, t'es obligé de justifier le fait que tu fais du fluor, que c'est pas forcément pris en charge, etc. Donc c'est vraiment une façon de penser. En France, on est à la bourre sur la prévention, clairement, et c'est dommage. Je pense qu'on le voit dans d'autres aspects. Enfin, moi, je le vois beaucoup sur les respirateurs buccaux aussi, les enfants qui ont tendance à respirer par la bouche, qui va entraîner beaucoup de conséquences. On va en parler justement dans la formation niveau 2. Mais nous, en France, on fait beaucoup de curatifs, et dans les pays plutôt scandinaves, Canada, Australie, États-Unis, ils font beaucoup de préventifs. Déjà parce que ça coûte cher et qu'ils n'ont pas de sécurité sociale. Et parce qu'ils ont cette politique-là d'éviter que les problèmes s'installent. Et le fluor, c'est la même chose. Moi, je dis souvent aux parents, vous savez qu'une carie va entraîner peut-être une couronne à terme. Et ben, la couronne est prise en charge par la sécurité sociale et pas le fluor. Alors que c'est le fluor qui est de base. Ils disent, ah ouais, c'est vrai. Bah oui, parce qu'on a une politique très curative. Et l'idée, c'est de revenir sur une politique préventive qui va coûter beaucoup moins cher à tout le monde. Et ça va passer par le fait que les gens kid-friendly, ils vont aussi fluorer, avoir dans leur cabinet de quoi fluorer tout simplement. Justement, par rapport à ça, même un enfant qui n'aurait pas un risque carieux spécifique ou chez qui tout va bien. C'est dans les recommandations au moins une fois par an. Donc, quoi qu'il arrive, mais par rapport au dentifrice fluoré, justement, est-ce que vous le conseillez malgré tout, quoi qu'il arrive? Ah oui. Toujours. Le dentifrice fluoré, il est dans les recos. Et puis dans tous les cas, en fait, il faut savoir qu'une dent, quand elle sort en bouche, elle n'a pas fini sa minéralisation. Ouais. Surtout les dents définitives, elles mettent environ 2-3 ans à vraiment atteindre la dureté d'émail définitive. C'est pour ça qu'il y a aussi souvent un contraste. Les parents ils disent « Ah non, mais il a les dents définitives très jaunes ». Alors déjà, il y a le contraste avec les dents de lait qui sont très blanches, d'où le nom de dents de lait. Mais en plus, vu qu'elles n'ont pas fini leur minéralisation, elles sont comme ça un petit peu plus jeunes. Elles sont plus poreuses, donc souvent, vu que le brossage est, j'allais dire, plus facile sur le lisse des dents de lait, enfin, elles retiennent plus de plaques. Mais du coup, c'est hyper important justement d'avoir un dentifrice au fluor pour reminéraliser et faire que la dent soit bien forte. Après, un adulte qui n'a jamais eu de carie, qui n'a pas de sensibilité, qui passe brossette, fil dentaire, hydropulseur, qui se brosse vachement bien les dents, s'il a pas de fluor et qu'il a pas de problème, bon, je vais pas le forcer à... Mais pour un enfant, en fait, c'est vraiment une perte de chance d'avoir un dentifrice sans fluor. Ton rapport bénéfice-risque, en fait, prendre un dentifrice sans fluor bio, qu'est-ce que ça va t'amener de mieux que prendre un dentifrice avec fluor? Ton rapport bénéfice, il est pas favorable à prendre quelque chose sans fluor, autant prendre du fluoré. Et justement, par rapport à ça, aux parents, vous leur conseillez, est-ce que vous leur conseillez d'acheter ça, le dentifrice fluoré en grande surface ou plus en pharmacie? Est-ce qu'il y a une différence? Finalement, moi, quand j'en prescris, forcément, il va en pharmacie, mais c'est des dentifrices avec plus de fluor, donc t'as des gradients différents, tu peux aller jusqu'à plus de 13 000 ppm. Mais sinon, moi, je leur dis, vous prenez celui déjà que l'enfant accepte, qui a les bonnes recommandations en fluor, en quantité en fluor. Et après, ils vont au moins cher, souvent pour eux, donc ils l'achètent où ils veulent. Mais les grandes marques, très souvent, ont la bonne quantité de fluor dedans. Et... Donc ça, par rapport justement à la concentration du fluor dans le dentifrice, vous faites la prescription en dosage en fonction du risque carieux de l'enfant, finalement? Oui, moi oui, en fait, en fonction de comment il va se présenter, de ton bilan fluoré, de qu'est-ce qu'il a eu, de grignotage, etc. Je vais dire, lui, c'est un peu compliqué, donc on va rajouter pendant 6 mois, par exemple, un dentifrice plus fluoré. On le revoit en faisant les soins, on le revoit et on voit si l'hygiène s'est améliorée. S'il y a plus de plaques dentaires, un bon contrôle de plaques et on peut peut-être repasser sur un dentifrice plus classique. Mais je t'avoue que je prescris quand même très régulièrement du dentifrice avec plus de fluor, sur des enfants qui sont parfois un peu plus petits et pendant 3-4 mois, ils vont augmenter le rapport en fluor et mieux protéger leurs dents, surtout les dents définitives, comme disait Camille, qui sont plus sensibles. Mais là, il faut distinguer justement les prescriptions de dentifrice à 5000 ppm, ou jusqu'à 13 000, mais qui sont un peu vraiment curatifs. Et là, c'est du fluor pour reminéraliser, du dentifrice, j'allais dire tout venant, ou comme on dit une fois, voilà. Et dans le dentifrice tout venant, même que ce soit en pharmacie ou autre, parce qu'il y a des très mauvais dentifrices en pharmacie aussi, et vous avez des très bons qui se retrouvent en grande surface. Mais en fait, il faut faire le distinguo parce qu'il y a deux types de fluor aussi. Il y a du fluorure d'amine et du fluorure
fluorure de sodium. Et en fait, finalement, le fluorure d'amine, on va pas citer les marques, mais il y a que 2 dentifrices qui ont ce fluor-là qui est quand même de meilleure qualité car il est beaucoup plus biodisponible. En fait, il va être moins lié aux molécules du dentifrice, il va mieux se répartir sur la dent et finalement, il va mieux reminéraliser la dent. Donc, moi, quand je je conseille un dentifrice parce qu'après, effectivement, il y a des goûts différents. Il y a des marques qui ont fait la politique de pas faire de goût attractif. C'est plutôt mentholé parce qu'en fait, justement, ils voulaient pas que l'enfant avale le dentifrice. Ouais. Alors qu'au début, je leur ai dit, mais pourquoi vous faites pas de fraises? Et en fait, bon, c'est une politique qui peut se comprendre parce qu'en fait, pourquoi associer quelque chose de sucré alors qu'on veut pas l'avaler et que le sucre c'est pas forcément bon. Donc voilà, et il y a un équivalent où justement ils ont des goûts un petit peu plus sympas. Donc moi je conseille plutôt ces deux-là. Après tant qu'ils ont, même si c'est un dentifrice bio et s'il y a du fluor, c'est déjà très bien. Et parce qu'après il y a tout ce qui est, j'allais dire la version clean. Voilà, il y a des dentifrices où il y a des choses un peu plus controversé. Maintenant, la majorité des dentifrices, ils enlèvent le dioxyde de titane, ils enlèvent tout ce qui était un peu à controverse. Donc maintenant, même dans ces fluorures d'amine, vous avez des dentifrices qui sont très bien pour les enfants, voilà, sans problème. Ouais. Mais le dentifrice, du coup, tu l'as dit, il faut qu'il soit accepté, il faut qu'il ait bon goût et quoi que ce soit. Mais déjà, il faut qu'il arrive en bouche. Niveau, justement, brosse à dents, tout ça, technique de brossage. Alors, pareil, hein, je fais pas mal d'écho avec ma pratique, mais je vois plein d'enfants, ils sont pas brossés 2 fois par jour, quoi. Et 1 fois par jour, c'est même pas dit. Dès le plus jeune âge, je sais pas, il le fait tout seul. Non, il faut la supervision du parent encore pendant longtemps, je pense. Et du coup, là aussi, des techniques, des recommandations. Au final, les brosses à dents pour les enfants, elles sont petites, elles sont bien designées, elles sont toutes belles. Ouais. Moi, j'ai tendance, souvent les parents me disent électrique ou manuel pour les enfants. Moi, je leur dis ce que vous voulez, ce qu'il accepte, mais il faut que ça brosse. Et après, c'est vrai que souvent ils disent, c'est un combat de catch, finalement tu tiens l'enfant, c'est du judo, et je leur dis, c'est un combat, mais il faut gagner ce combat. Débrouillez-vous. Le but, c'est d'arriver à brosser au moins 2 fois par jour, et le mieux pendant 2 minutes. Après, on sait que c'est pas facile, quand on a des enfants, c'est compliqué le brossage, mais à force de le faire et de le rentrer comme une routine, ils vont finir par gagner. J'ai une ancienne collègue qui est dentiste, qui a eu des enfants, elle m'a dit, moi, à 3 mois, il avait pas de dents, mais je faisais comme si je lui brossais les dents. Maintenant, à 1 an et demi, c'est lui qui demande à se brosser les dents. C'est vraiment une habitude ancrée dans la tête de l'enfant. Et je pense que ce truc-là, il faut qu'on l'ait dès le plus jeune âge. Donc, il faut que les pédiatres le recommandent, le conseillent. Il faut que les sages-femmes le conseillent, etc. Que tous les professionnels de la petite enfance, ils disent, petite brosse à dents avec petite tête, dentifrice adapté. Il y a du 0-2 ans, il y a du première dent. C'est facile de lire la notice et de dire, première dent, mon enfant, il a 1 dent, c'est bon, quoi. Et d'habituer à l'hygiène bucco-dentaire, comme on va habituer les enfants à se laver les mains, à moucher, à laver le nez, etc., etc. Ouais, c'est pas normal qu'il y ait des pédiatres qui encore disent non, mais pas avant 3 ans, pas de dentifrice. Enfin, en fait, ça c'est de l'éducation. C'est de l'éducation à l'hygiène. Et c'est vrai que, alors avant, moi, j'avais juste mes recommandations que j'avais pas appliquées. Maintenant que je suis maman, donc de 2 et 4 ans à peu près, en fait, au final, là, j'ai vu que oui, c'est pas facile tout le temps. Mais maintenant, en fait, c'est comme ce qu'il disait. Enfin, ils sont habitués parce que c'est dès le début. Et au début, effectivement, il y a des prises de catch, mais on peut aussi faire le genou à genou. À partir du moment où il y a l'hyperextension, en fait, il suffit qu'il soit face à maman ou à papa, hop, on le balance, enfin, le renverse. Ou alors, du coup, sur la table allongée, on le balance. C'est la Coupe du Monde de rugby, on le balance. Ou sur la table allongée à l'inverse. Souvent, je l'ai retourné. Et au final, ça passe très bien. Et maintenant, c'est Augustin, là, mon fils, qui le matin, j'ai les bébêtes dans les dents et qui veut se brosser les dents. Et si on part trop vite, oups, mince, j'ai oublié, je lui rincé les dents avec de l'eau parce qu'il avait peur d'avoir les bébêtes dans le. Donc en fait, c'est juste une éducation. Et après, ça rentre. Donc c'est comme tout, au début, c'est ça, ils veulent pas forcément se laver les cheveux, etc. Donc voilà, on a les convictions, mais il faut juste pas lâcher parce que ça fait partie de l'éducation et on prend soin de nos enfants. Après, est-ce que c'est pas mieux que de les amener il veut pas se brosser les dents? Non, en fait, c'est. On est d'accord là-dessus. Puis les enfants font nos limites. Il y a ça aussi, quoi. Des parents qui se brossent pas les dents, ça va être la galère pour faire brosser les dents des enfants. Donc. Souvent ils prennent la brosse à dents, hop, ils font à maman pendant que nous on fait. Et effectivement, moi j'ai plein de brosses à dents différentes. Parfois il veut l'électrique, parfois il veut pas. C'est pas grave, on change et il en a une dans la main, je fais avec l'autre, etc. C'est que ça passe. Le budget brosse à dents est énorme. Ouais, les tiroirs de brosse à dents. Donc maintenant, on va passer sur une petite touche humoristique et que beaucoup attendent, le cabinet confidence. Donc en fait, vous allez nous raconter des anecdotes marrantes que vous avez vécues au cabinet, si possible les meilleures. Camille, on commence par toi. Alors, je sais pas si c'est la meilleure, mais moi, c'est personnellement celle qui m'a le plus marquée dans mon exercice.
C'était il y a déjà un petit moment. En fait, c'est une petite patiente toute mignonne. Elle arrive, elle avait son petit nœud, son petit sac, etc. Enfin, très petite fille modèle. Et bon, en fait, elle avait un abcès sur une dent. Enfin, peu importe. Donc, on doit extraire la dent. Elle s'installe sur le fauteuil. Donc, on endort, on met des petits chatons, etc. Enfin, toutes les techniques, tout se passe bien. Et en fait, là, au moment où je veux lui enlever la dent, je sais pas, le stress enfin, c'est quelque chose, hein, d'enlever une dent, on sait pas, enfin, et là, elle se met, à se débattre, j'ai dit, ben non, là, c'est dommage, on avait déjà endormi, hein, il fallait plus que j'enlève la dent. Donc, j'ai dit, bon, ça suffit, parce que là, vraiment, elle se débattait, et puis, comme on dit, la tenir, c'est pas pour la traumatiser après, pas possible. Donc, je dis, c'est pas grave, la prochaine fois, vu qu'elle était super mignonne, en plus, en première consultation, j'avais pas donné d'Atarax, pas donné rien du tout. Donc, prochain rendez-vous, Atarax, on prévoit le méopa au cas où. Et là, elle revient la deuxième fois, avec le masque, et elle me dit, ah non, parce que ça va faire En fait, la maman lui avait dit que c'était, donc elle avait peur de perdre le contrôle et qu'on allait lui enlever la dent toujours et que elle allait pas, donc au final, impossible de faire le méopa quand même parce qu'elle voulait pas monter sur le fauteuil, elle voulait pas respirer, tout ça. Donc du coup, je dis bon, je lui laisse le masque pour qu'elle s'entraîne à la maison. Je dis peut-être que la prochaine fois, ça serait bien de venir avec papa parce que parents divorcés, on sait pas trop comment ça se, il y a parfois des parents qui tiennent plus l'enfant que l'autre aussi. Donc elle arrive avec le papa, donc 3e rendez-vous. Et là le papa, oui alors je dis ok, donc le papa il sert à rien, ça c'est pas lui qui va m'aider. Et là en fait j'étais vraiment décontenancée parce qu'au final j'étais la dernière solution, bon, mis à part l'ANC générale, mais pour une dent, tout le reste allait bien. Là le rapport bénéfice-risque était pas optimal. Et donc du coup je me dis mais qu'est-ce que je fais, parce qu'en fait j'ai le méopa, c'est moi je vais pas la laisser avec cette dent. Et puis je voyais que elle était têtue, on avait beau lui dire c'était bientôt Noël, t'auras pas de cadeau, le Père Noël, c'est pas grave, je suis une petite fille méchante, j'aurai pas de cadeau à Noël, elle, ah oui non mais elle était très très adulte, mais il y a beaucoup d'enfants comme ça qu'on adultifie un peu, et alors qu'en fait ils sont avec leur cerveau d'enfant, donc il y a des choses qu'ils peuvent pas comprendre. Donc j'étais assise, là l'assistante elle essayait de lui parler, et moi je réfléchissais, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Et je me suis dit bon, je suis allée voir la maman qui du coup était dans la salle d'attente. Après le papa était parti, elle avait pris le relais avec la mamie. Je dis qu'est-ce qu'elle fait cet après-midi? Elle va au poney parce que c'était environ 9-10 heures du matin. Et je dis ok, bon elle va pas aller au poney cet après-midi, et en fait on va essayer toute la journée. Je dis parce que là on a fait plusieurs fois, plusieurs essais. Moi j'ai dit au bout d'un moment cette dent il faut l'enlever, c'est pas bien pour toi, etc. Il y a des bébêtes, ça peut aller dans ton cœur, puis au cerveau, etc. C'est pas bien de laisser un abcès comme ça. Donc je lui dis écoute, là ma puce t'es pas prête, mais là maintenant tu sais que c'est pour toi la dent. Ce soir il faut que tu l'aies plus. Donc tu vas prendre ton temps, on va essayer petit à petit, mais il faut que cette dent on l'enlève. Donc en fait toute la journée je l'ai pris. Elle venait, au début elle restait, à la porte d'entrée, puis après elle avançait un petit peu, elle est partie manger avec la mamie, etc. La mamie disait mais c'est pas vrai, je croyais pas maman quand elle me disait ça, mais c'est pas possible, etc. Et donc ça a duré pas mal de temps, hein. Je pense que je l'ai vue bien 5-6 fois, puis après je la renvoyais en salle d'attente parce que j'avais quand même mes autres patients, puis plus ça allait, plus elle s'avançait, après elle se mettait sur le fauteuil, non je veux pas, c'est pas grave ma puce, tu n'es pas prête, allez on repart en salle d'attente, et à 18h, elle s'est mise sur le fauteuil, elle a ouvert la bouche, on a endormi en 1 seconde et demie, la dent elle était partie parce que vu l'abcès, c'était pas du tout complexe. Et elle est repartie voir sa mère qui pensait encore que je la renvoyais parce que ça avait été tellement rapide qu'elle pensait qu'elle avait toujours la dent. Et au final, c'était vraiment Bélier ascendant Bélier contre peut-être qu'elle, je sais pas, je me rappelle pas son signe astro, mais en fait j'ai dit là c'est un combat. C'est juste qu'elle est têtue, je vais être têtue aussi, mais en fait, je suis sa dernière chance, donc je vais pas l'envoyer en AG ou lui laisser avec cet abcès-là. Et au final, c'est une petite fille qui après, quand je disais le retour des patients, mais elle m'a sauté dans les bras, j'ai eu des cadeaux, etc. Parce qu'en fait, elle avait mal. Ça lui faisait mal quand même, cette dent-là. Et le fait de lui avoir enlevé cette douleur, qu'elle puisse bien brosser ses dents, parce qu'elle faisait quand même vachement attention à elle, et qu'après on lui a dit, on l'a rassurée, tu vas avoir ta dent de grande, etc. Et donc voilà, ça m'est pas re-arrivé, mais vraiment c'était
où je me suis sentie un peu impuissante et je me dis voilà, c'est pas un cas de carie, de polycarie où ben on envoie en nager. Et là, j'avais tout testé, le méopa à échec parce qu'elle refusait de le prendre. Et donc voilà, donc c'était un peu un bras de fer, mais au final, voilà, c'est mon anecdote un peu. Ouais, parce qu'au final, je m'en rappelle et elle était toute mignonne cette petite et je pense qu'elle va se rappeler de moi aussi. Et donc en plus, toi, t'avais ta journée classique avec tes patients au final. Ah oui, j'ai eu toute ma journée. En fait, à chaque fois, je la reprenais. Mais bon. Je me suis dit, écoute, je tente. Après, si j'avais pas pu, j'avais pas pu. Mais est-ce que t'as facturé les 7 visites Ah oui, pour 25 €. Parce que à l'époque, c'est ça, j'étais en plus au tarif sécu. Enfin voilà, je m'étais pas organisée pour une prise en charge pédo. Donc oui, là, c'était vraiment j'allais dire la prise en charge la moins rentable de mais avec un combat, c'est bien justement. Oui, parce que je pense pas qu'elle soit traumatisée, qu'elle se rappelle de cette expérience de manière négative au final. Oui, au final, parce que une petite patiente, une future grande patiente. C'est ça, alors que je l'aurais attachée la première fois et je l'aurais extrait la dent de force, mais l'enfer, c'est une complètement. Je pense que même pour ton cortisol à toi, quand tu fais ça à un patient, que tu forces, que tu machin, c'est l'horreur, moi je supporte pas. Ah mais non, mais tu es en sueur et tout. Bah oui, tu étais comme ça pour tes 3 patients d'après, c'est l'enfer. On est obligé parce qu'on sait que c'est pour leur bien, mais c'est comme quand tu dois, pareil, brosser les dents de ton enfant ou le moucher ou faire des choses où allez vite, mais quand on sait qu'on prend sur nous, moi c'est pareil. Après je suis pas bien quand je sais que j'ai forcé un enfant et que je sais que c'est pour son bien. Mais c'est pas agréable. Tu prends le sac à dos de l'enfant aussi. Ah oui, complètement. Ses émotions, etc. Le temps, en effet, des 2-3 rendez-vous qui suivent. Ouais. Donc, ok, bon, félicitations pour. J'ai gagné là, c'est super. Pour ta dévotion. Ça restera dans les annales, c'est sûr. Et donc, Cédric. Alors moi j'ai une anecdote qui me fait encore pas mal rigoler, mais c'était il y a quelques années quand j'étais dans un cabinet en collab. Et donc dans mes histoires, tous mes enfants s'appellent Mathéo, hein, donc je vois mon rendez-vous de 18h, dernier rendez-vous de la journée, tu te dis ouais ça y est, j'étais pas pédo exclu à l'époque, mais je faisais déjà beaucoup de pédo. Et mon assistante me dit docteur, il y a le dernier qui est arrivé. Donc je dis ok super. Et donc je vais pour aller le chercher et il y a resté plus que l'assistante et moi, donc elle faisait office de secrétaire. Et j'arrive dans la salle d'attente et donc là je vois le père de Mathéo qui était assis il y avait 4 chaises et je lui dis Mathéo, et il me dit oui. Et il se lève. Donc je le regarde, il me regarde, je commence à regarder un peu à droite à gauche, et il me fait « Oui ?» Et je lui dis « Je regarde les toilettes de la salle d'attente, il y a la porte des toilettes, il regarde la porte des toilettes, genre il va sortir des toilettes, peut-être Mathéo il est en train de faire pipi quoi. Et puis il regarde la porte des toilettes, et je lui dis « Il est où Mathéo ?» Et il me dit « Ah putain, je l'ai oublié. » Et là, j'ai une petite seconde d'absence à ce moment-là. Mon assistante qui était juste à côté au bureau explose de rire et disparaît derrière le bureau. Vraiment, genre je l'ai vu disparaître. Et là, je le regarde un peu comme ça. Il me dit mais en fait c'est la faute de ma femme. Et il commence comme ça. Et là, donc mon assistante convulsée derrière le bureau clairement. Et il me dit non mais parce que en fait ma femme m'a dit toute la semaine dentiste 18h, dentiste 18h, dentiste 18h. Donc moi je suis sorti du boulot et j'ai foncé chez le dentiste quoi. Et oui mais sans prendre Mathéo. Sans prendre Mathéo. Je dis mais il est où? Il me dit il est à la maison. Je pense. et la scène était tellement lunaire quoi que je me suis dit dans la tête je me disais j'ai fini donc c'est cool. Et là le père me dit mais on peut faire quand même la consulte. Et donc pour le père. Non pour le gars. Et je lui dis mais non il est pas là. Et il me dit mais ma femme m'a tué. Ah ouais, lui quand il va retourner chez lui. Et vraiment tu sentais le père à bout du rouleau qui avait pas envie de rentrer à la maison. J'imagine que c'était un rendez-vous qui était prévu il y a 2 ans. Oui, c'était un rendez-vous, t'avais 3 mois d'attente et que en plus il y avait le BBD à faire, tu sais le fameux BBD des 6 ans que personne ne voulait faire donc cette galère. T'as tout le truc et franchement et donc c'était ton dernier rendez-vous. C'était mon dernier rendez-vous de la journée et j'ai senti le père dans une telle détresse, vraiment j'avais envie de lui faire un câlin pour lui dire ça va aller et tout. Donc je lui ai fait un mot, je lui avais fait un mot en disant qu'il s'était bien présenté au cabinet, que le père était venu, qu'il était pas au PMU, tu vois. Mais franchement, un truc de fou. Et donc j'en rigole encore du père qui vient sans l'enfant. C'est incroyable ça. Voilà. Alors ça m'est jamais arrivé avec une mère, mais par contre je sais que mes anesthésistes qui reçoivent les enfants en consultation pré-anesthésiste, ça arrive que les parents viennent sans l'enfant en consultation de préa.
Oui. Ah oui. Ouais. Oui, pour l'anesthésie de leur enfant, quoi. Après, pourquoi pas. Mais au cabinet dentaire, ça m'est arrivé qu'une fois, quoi. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, le père n'a pas proposé justement aller chercher le Mathéo pour venir? Non, parce qu'ils avaient 30 minutes de route et que, voilà, donc, et puis j'allais pas rester jusqu'à 19h30 au cabinet, mais du coup, je lui ai remis un rendez-vous quand ça l'arrangeait. Et là, il est venu avec son Mathéo. Super. Et le soin s'est bien passé. C'était un BBD et tout, mais vraiment l'histoire de base, il sortait du boulot, il était bien habillé, et tu sentais que vraiment il avait décidé de bien faire cette fois-ci, quoi. Tu vois. Ouais, là, il était dévoué. Loupé. C'est la charge mentale quand tu es parent et que tu travailles et que tu as plein de choses et qu'en fait après il y a des choses quand tes journées changent, voilà, ton planning qui est différent, effectivement, c'est. Et ouais. Il y avait zéro jugement de ma part, il y avait juste beaucoup de compassion pour ce papa qui était en galère, ça m'a fait beaucoup rire, mon assistante aussi. Mais voilà, ça le pauvre génial. Papa. Voilà. Merci pour ces petites anecdotes qui étaient bien sympas en effet. Eh ben merci beaucoup pour ces chouettes anecdotes. Hein. Comme quoi la pédo ça peut être très fun aussi. Merci aussi à vous pour cet échange qui a été très constructif, tous ces tips, enfin vos retours d'expérience qui, on l'espère pour ceux qui justement nous ont suivis également, ont été très utiles. D'ailleurs, Camille, Cédric, vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ceux qui sont encore parmi nous et qui souhaitent les retrouver, on mettra tous les liens pour que vous puissiez voir leur travail, échanger avec eux. Et pour aller plus loin dans la formation professionnelle et la mise en place de la pédodontie dans vos activités, sachez que Camille et Cédric nous préparent aussi un volume 2 de la pédo, devenir kids friendly. Vous voulez en parler un petit peu, quelques mots sur le contenu? Oui, on avait fait là, justement le niveau 1, mais c'est vrai que quand vous m'aviez proposé de faire une formation pédo, j'avais dit mais en fait c'est énorme parce qu'au final c'est pas une spécialité, enfin c'est toutes les spécialités adaptées à l'enfant. Et je dis non mais sur une formation ça va pas, enfin ça sera trop. Donc effectivement je m'étais dit on va faire les choses les plus classiques un petit peu, on avait repris aussi un petit peu de physio, de pharmaco, c'est des bases, mais voilà un peu le traditionnel. Et après il y a des choses un peu plus pas poussées, mais qu'on fait peut-être en deuxième intention. Et c'est vrai qu'on s'est rencontré avec Cédric à une formation et on est sur du sud, enfin est et ouest, mais au final on est complémentaires parce qu'il a des domaines d'expertise que je n'ai pas. Et du coup je me suis dit pour le deuxième volet, je lui ai proposé de venir avec moi pour parler de ces domaines d'expertise en plus. Et comme ça là on prépare un deuxième volet aux petits oignons. Je sais qu'il est assez attendu, donc on y a beaucoup travaillé. Et pour que ça soit le plus pertinent et pour encore plus aider nos collègues dans la prise en charge de leurs petits patients. Merci beaucoup. Et oui, on ne doute pas qu'il soit attendu parce que le premier volet a quand même été très très apprécié. Hein. Le contenu est top. Bon super, on a hâte de cette nouvelle formation et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Camille et Cédric, merci Julien pour cette animation. Merci. Et on vous dit à très bientôt dans une nouvelle émission. Salut.